Madame la Présidente, chers collègues, nous voici donc arrivés au terme presque, en tout cas, d'une année budgétaire et à l'aube de la prochaine, de 2020. Et donc, c'est vrai que c'est la période pour les collectivités de présenter des orientations budgétaires pour l'année suivante. Votre document, comme ceux des années précédentes, fait état de nombreuses difficultés, je vous l'accorde, dont notre collectivité est victime pour prévoir à long terme une vision politique et un dessein pour les habitants de l'Oise et en tout cas pour ce département. Plus les années passent et plus les contraintes s'additionnent, rendant l'exercice de gestion des collectivités locales et notamment celle des départements en particulier de plus en plus complexe. Ces contraintes que vous dénoncez sont d'ailleurs les conséquences des mauvaises gestions des deniers publics précédentes qui malheureusement perdurent au plus haut sommet de l'État, incapable de lui-même faire des économies. Alors face à cette incompétence, mais aussi à cette incapacité, l'État tente de faire porter l'intégralité des économies à réaliser sur le dos des collectivités locales et notamment sur nos pauvres départements. La semaine dernière encore, nous avons eu la preuve de l'incompétence de l'État en matière d'économie, de volonté politique d'économie, cautionnée par les députés Godillot de la majorité qui ont adopté une nouvelle hausse de 2 millions d'euros du budget accordé pour le fonctionnement du palais de Jupiter. Ceci, alors que la presse décortiquait il y a une quinzaine de jours les dépenses du monarque et faisait ressortir une explosion de celle-ci depuis son arrivée en 2017, avec un déficit de plus de 5,7 millions d'euros en 2018, alors que l'exercice 2019 n'est pas encore terminé, le trou est déjà estimé à plus de 2,5 millions d'euros. En 2020, ce budget sera de plus de 105 millions d'euros, très exactement 105,316 millions d'euros. C'est vrai que Louis XVI a perdu la tête pour bien moins que cela. Les Français n'en peuvent plus et le seul argument trouvé pour tenter de calmer les esprits est d'assurer que le président de la République achète lui-même les croquettes de son chien Nemo. On peut donc véritablement se demander s'il n'y a pas une volonté de mettre le feu aux poudres en se contrefichant ainsi de l'opinion publique et des attentes du peuple français, notamment de ceux qui tirent le diable par la queue, arrivés le 5 ou le 10 du mois dans les meilleurs cas. Dans le même ordre, l'absence de volonté du pouvoir à lutter contre les fraudes aux prestations sociales, source d'économies non négligeables de l'argent public, a encore une fois été démontrée par la publication du rapport de la mission parlementaire de la députée Grandjean et de la sénatrice Goulet. En effet, alors que cette mission parlementaire a les mêmes prérogatives qu'une commission d'enquête, les deux parlementaires ont essuyé 7 refus de communication d'informations par les organismes sociaux, empêchant ainsi toute possibilité de contrôle et d'évaluation du volume des fraudes aux prestations sociales. Cette volonté coupable d'opacifier les informations relatives à la fraude semble donc devenue une règle, puisque depuis 2013, différents rapports faisaient état de fraude massive aux prestations sociales, avec notamment plus de 5,2 millions de cartes vitales en surnombre. La révélation de l'attribution frauduleuse d'1,8 million de numéros de sécurité sociale à des personnes nées à l'étranger n'a d'ailleurs pas donné lieu à la mise en place d'aucun dispositif pour y remédier. Contribuables français, eh bien, vous n'avez qu'à payer. Revenons à vos orientations budgétaires. Vous dénoncez donc avec vigueur, je le reconnais, les contraintes générées par la loi de programmation des finances publiques pour les exercices de 2018 à 2022, visant à limiter dans le volume les dépenses de fonctionnement de nos collectivités. Ceci additionné au flou le plus artistique quant à la fixation d'un éventuel cadre financier dans les années à venir. Vous dénoncez aussi, et nous le faisons tout autant que vous, les dépenses supplémentaires imposées aux collectivités par l'État, la prise en charge continuelle du RSA, vous l'avez dit tout à l'heure, sans une compensation à l'euro par le département, ainsi que la hausse de cette prestation décidée unilatéralement par l'État.
Vous n'oubliez pas les mineurs non accompagnés, que l'on devrait toujours appeler mineurs isolés étrangers, qui n'ont bien souvent de mineurs que l'appellation et dont le nombre ne fait qu'augmenter considérablement et durablement. Vous abordez aussi la suppression de la part départementale sur le foncier bâti, les quelques miettes de dotation accordées de manière très stricte dans le cadre du plan pauvreté. Bravo pour ce constat. Mais dois-je vous rappeler qu'un certain nombre de vos amis avaient appelé à voter pour le candidat Macron en 2017 et par conséquent ont soutenu indirectement ou directement les contraintes que vous dénoncez aujourd'hui et que notamment cette collectivité locale subit. Pire encore, les élus de certaines majorités LR sont passés chez l'AREM, notamment au Conseil régional, pas encore ici pour l'instant, me semble-t-il. Et cerise sur le gâteau, des candidats ou des candidates LR et UDI, ne reculant devant rien, se sont mis ou mises à genoux devant Macron pour obtenir le soutien de l'AREM. Face à ceci, vous indiquez que grâce aux efforts précédemment consentis pour notre collectivité, vous allez donc pouvoir conserver une ambition intacte, notamment pour l'aide aux communes. Je reconnais votre volonté et nous y souscrivons pour cette aide aux communes qui, c'est vrai, est maintenue à 50 millions d'euros par an. La construction ou l'extension de 3 casernes de pompiers, la préservation de l'environnement et le lancement du chantier du canal Seine-Nord. Bon, on est encore un petit peu loin de voir passer les péniches, mais en tout cas, ça arrivera peut-être avant que Dieu ne nous rappelle à lui. Conclusion, l'État peut donc continuer, selon vos affirmations, tranquillement à pressurer encore un peu plus les ressources de notre collectivité, puisque cela n'aurait aucune conséquence. Je ne peux pas y croire un instant, puisque si effectivement vous aviez un peu plus de latitude financière, le département ferait, j'en suis convaincu, pourrait faire plus, notamment pour les communes, mais aussi pour d'autres projets qui nous tiennent à cœur sur ce territoire. Cette situation ubuesque pourrait prêter à sourire si elle n'avait pas de conséquences pour nos concitoyens. En réalité, le diagnostic psychologique de cet état de fait relève du syndrome de Stockholm avec un développement plus ou moins important suivant le patient. Ce syndrome, vu comme une manifestation inconsciente de survie, n'est malheureusement plus à démontrer pour les cas de Brigitte Fourré à Amiens et encore plus près d'ici à Beauvais. Caroline Cayeux, pour lesquelles l'opposition à Jupiter est devenue un soutien quasi inconditionnel afin d'obtenir le sien en vue des prochaines échéances électorales. Ce manque d'opposition et parfois même le soutien au pouvoir en place de certains membres d'une formation qui est bien représentée ici, trop attachés peut-être à leur mandat ou à leur vie actuelle, est bien évidemment contraire aux attentes des Français. La République est donc malade, gangrénée par une partie de la classe politique qui parfois ne représente plus qu'elle-même, prête à toutes les compromissions, les arrangements avec le pouvoir, les reniements de leurs engagements politiques et la trahison de leurs propres électeurs. Les Français, comme les habitants de l'Oise, attendent autre chose et plus vite. Et malheureusement, et pour ces orientations budgétaires pour 2020, eh bien, ça n'apporte pas grand-chose de nouveau que les précédentes. Nous verrons, bien entendu, nous attendrons la présentation du budget primitif et nous exprimons, je l'ai dit tout à l'heure, donc sur celui-ci. Voilà, merci Madame la Présidente.